François Beaumont, 1925-2025, un voyage au jour le jour dans le journal que tient Howard Phillips Lovecraft, un double journal puisque on s'appuie sur un document exceptionnel. Il le constitue chaque année, mais cette année, à New York, ça a une valeur autre pour lui. Et puis, les autres, par exemple, celui de 1928, un jour, elle se le fait voler dans un sac de voyage en carton, où il a aussi sa lunette, là, sa lorgnette, pour repérer les maisons, les architectures, dans le bateau à vapeur qui le ramène d'Albany à Boston. Pour l'année 1925, on a la chance d'en disposer. C'est toujours ce même principe, ce petit format comme ça, avec les renseignements utiles au début et à la fin, avec aussi juste le relevé des dépenses, ce qu'on paye pour le loyer, les numéros de téléphone et les adresses postales des correspondants principaux. Et puis pour chaque journée, une petite case toute remplie à craquer. Là, pour chaque jour de ce 1er janvier 1925 au 6 janvier 1926, soit 370 fois pour nous, on doit être le 65e, une des notes sibyllines qui servent Howard Phillips Lovecraft à rédiger un journal plus long. On peut s'interroger aussi sur cette forme-là de journal. Est-ce que c'est un journal intime? Non, c'est un journal de travail, principalement, ce qu'on lit, ce qu'on écrit, ce qu'on réfléchit. Pour rédiger cette version plus longue, en principe, une fois tous les 10 jours, eh bien, besoin de se reporter là à ces notes qui, elles, sont fiables parce que où est-ce qu'on est allé, qui on a vu, quel coup de téléphone on a passé, eh bien, c'est des choses qui se perdent sinon dans les jours. Et ça tombe bien parce que ce journal qu'il déplie plus longuement, c'est malgré tout déjà un geste non plus intime, mais ce que va lire la destinataire, sa tante Lillian Clark à Providence, ou sa tante Annie, mais les deux registres sont un petit peu différents, et les deux vieilles dames habitant à quelques centaines de mètres l'une de l'autre à Providence, évidemment s'échangent les lettres reçu de Lovecraft, mais c'est un dépôt qu'on fait aussi pour soi-même, même si Lovecraft, apparemment, ces lettres-là sont manuscrites, il n'en constitue pas de carbone à la machine à écrire, comme il le fait pour d'autres correspondances, mais de moins en moins. Maintenant, c'est un petit peu fini pour lui. Là, le plaisir de la dactylographie. On a aussi tout un continent de lettres perdues, puisqu'il est partiellement séparé. Ils sont ensemble, ils sont mariés. Quand Sonia vient à New York, là, depuis 15 jours, on est ensemble, au jour le jour, dans la petite chambre de Clinton Street, mais les périodes où elle est à Cleveland, ou là, comme elle va partir à Saratoga, au-dessus d'Albany, les lettres aussi sont quotidiennes, et probablement, là encore, développe ce qui est consigné dans le petit carnet 1925, mais ça, on n'en dispose pas. Alors aujourd'hui, 6 mars, toujours avec une projection un petit peu funambule pour déchiffrer, interpréter, comprendre, non pas les petits détails de la vie quotidienne, mais ce en quoi ils amorcent et préparent cette grande éclosion fantastique qui va suivre à partir de 1926, là, pour les quelques années qu'il aura encore à vivre, puisqu'il meurt à 46 ans en 1937. Depuis une grande phase d'éclosion de fiction, disons de 1920 à 1922, surgissement qui dessine une sorte de puzzle, de paysage, de figures liées à l'horreur, au fantastique. En 1920, quand il l'amorce, il a déjà 30 ans, après des longues périodes, l'exclusion scolaire, ne pas pouvoir aller à l'université, ensuite se projeter beaucoup plus dans le journalisme scientifique et ce mouvement de journalisme amateur dont il est encore le rédacteur en chef là, pour le numéro qu'ils vont préparer, lui et Sonia, qui en est la présidente pour juillet. C'est un mouvement associatif extrêmement riche, extrêmement puissant. C'est là où
où il a rencontré tellement de ses correspondants dans cette vie sociale qui, aux USA, n'est pas une vie sociale avec des déplacements. Il n'ira jamais voir Clark Ashton Smith en Californie, il n'ira jamais voir Robert Howard au Texas, il n'ira jamais voir August Derleth dans le Wisconsin, à Madison, mais il ira à 2 reprises dans la famille de Bob Barlow, près d'Orlando, en Floride. Rien n'est simple concernant Howard Phillips Lovecraft, mais les distances, mais l'usage de la correspondance font que c'est à nous de changer notre conception de la socialité. Ça vaut aussi beaucoup pour Franz Kafka, par exemple. Et cette année New York vaut pour exception en ce que là, la socialité est directe, puisque les gens sont chacun à portée de quelques stations de métro. On est le 6 mars, donc on est toujours dans cette première semaine de mars. On est vendredi pour eux, jeudi pour nous. Aujourd'hui, on a 2, 4, 6 lignes avec toujours cette espèce de scénographie, comme si le carnet en lui-même devait être une espèce de petite image. Vous savez, comme on avait autrefois, par exemple, des stylos avec un tout petit œilleton, là, et on regardait, on apercevait une image, un petit peu comme aussi les boules à neige. Il y a ce jeu comme ça de la miniature, c'est-à-dire que c'est pas simplement des renseignements là sur nous attestons nous être levés up noon, à midi, comme à la fin, read and retire, un peu de lecture et au lit. Formulation extrêmement banale et dont on pourrait se passer, mais qui ont cette espèce de fonction là, dans le micro-journal, même avec ces abréviations, de nous fabriquer comme ça, une toute petite miniature, à nous de recomposer, par exemple, la temporalité. Home, on revient après le cinéma du soir au Parkside Theatre de Brooklyn. À la maison, qu'est-ce qu'on fait ? On partage un verre de limonade, et puis ensuite, on va lire et dormir. Dormir pour Lovecraft, c'est toujours une expérience un peu compliquée, mais c'est à travers ce seul mot limonade que nous, on peut recomposer. Mais aussi des temps de réflexion mentale, c'est comme si l'écriture, le temps de l'écriture, c'est jamais le temps là où on est à s'activer sur l'outil de l'écriture. C'est beaucoup en amont. Tout ça. On y va. On regarde de près ce vendredi 6 jeudi pour nous, donc lever midi. Qu'est-ce qu'il y a de différent? C'est que depuis tous ces jours, meet SH, c'est que Sonia repartait à Manhattan pour ses recherches d'emploi, pour multiples démarches. Vous savez qu'elle vient d'occuper aussi, elle a fait un dépannage dans une boîte de nouveautés de chapeaux, c'est-à-dire les nouveaux modèles arrivent de Paris, il s'agit d'en faire des équivalents, mais made in New York, et dans ce made in New York, il faudra retrouver les matières, dessiner des patrons, les plumes et les accessoires qui vont dessus, mais ce petit boulot s'est terminé, et aujourd'hui c'est une journée un peu différente, puisque non, out with SH for walk, c'est-à-dire qu'ils vont simplement aller se promener, elle et lui. Alors est-ce qu'elle a attendu midi que monsieur émerge pour se lever? On n'entre pas dans ces choses-là qui ne nous regardent pas, et Lovecraft n'en fait pas part, alors que tout ce qui concerne, par exemple les trajets, là, oui, on nous le partage. Donc ils vont se promener et glissent en route. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y a 3 jours, il l'avait retrouvé donc à Manhattan, et là, on était allé déjeuner, évidemment, à l'automate ou quelque chose de pas cher, et on avait procédé à l'achat d'une nouvelle paire de chaussures, les Regals. Et hier, il disait, chose decent, qu'elle commence à s'assouplir, on peut marcher sans être trop comme ça, et lui, avec son grand gabarit d'1m85 et 75 kilos, quand on le voit se dandiner sur des chaussures trop raides, ça devait être un beau spectacle. Dans les rues infinies de Brooklyn, comme la Flatbush qui fait des kilomètres. Et aussi, on était revenu à Brooklyn pour passer chez l'opticien. Vous savez, on vous met les trucs et vous lisez les lignes Z, K, U, I, P, J, S, E. Et aujourd'hui,
on part se promener avec glasses en route. Au passage, on prend livraison des lunettes qui sont prêtes. Et Lovecraft, on l'a dans la correspondance. Jamais on va... Si, je crois qu'on a... Je vais dire le contraire, mais on a effectivement quelques photos où on le voit avec ces petites lunettes qu'il utilise maintenant pour la lecture et l'écriture. Mais il n'aime pas. Franchement, il n'aime pas. En tout cas, ça y est, on prend livraison des lunettes. Et vous savez que dans ces quelques jours-là où Sonia est à la maison, eh bien, on s'équipe. Par exemple, faut pas que je raconte pour demain, mais figurez-vous que là, on cohabite dans ce studio. Lui, ça fait 3 mois qu'il est dans ce studio. Eh ben, il n'y avait pas de balai. Il n'y avait pas de balai, comment tu nettoies? Vaut mieux pas trop se poser la question. On ramasse, quoi. Et c'est demain qu'on ira s'acheter un balai. Attendez, hein, demain, c'est demain. Nous, on fait ça tous les jours. Alors aujourd'hui, on se promène. Au diable, les balais. Et on va jusqu'à Prospect Park, c'est ce grand parc là où il y a le musée de Brooklyn, un endroit où Lovecraft aussi, dès qu'il va faire un peu meilleur, là vers mai-juin, il ira souvent s'installer le matin vers 7h par là, et puis on écrit vers 10h, 11h. Et écrire en plein air, pour lui, ça a toujours été important. Nous, on a nos ordi portables, mais lui, c'est une écritoire. Alors, une écritoire, c'est un truc en carton bouilli, en gros, c'est pas un truc cher. Encore que quelquefois, par exemple pour Loveman, à son anniversaire, ils lui en ont acheté ensemble. Ils se sont cotisés pour offrir à Loveman du matériel pour écrire. Et quand on ouvre le truc à l'intérieur, il y a un petit... Là, un petit truc où on peut glisser des enveloppes, d'autres où on peut glisser un papier à lettres, d'autres où on peut glisser simplement le papier qu'il va utiliser. Alors, il y a le papier pour la dactylographie. Vous savez que récemment, son ami George Kirk, donc le voisin du dessus, mais là, il a un peu disparu, Kirk, là, et on va en profiter. Il va même partir, je crois, il est parti pour un voyage, peut-être dès maintenant, où il s'en va chercher des livres, pour acheter des fonds de livres pour sa boutique d'occasion. Et comme New York, c'est déjà bien tendu, il va aller dans les provinces, y compris à Providence, à Boston, à Albany. Il va faire une tournée pour acheter des vieux stocks de livres et constituer sa boutique. Donc là, nous n'avons plus George Kirk au programme. Ils vont se promener Prospect Park, et puis ensuite Flatbush, Greenhouses. Donc on déambule par plaisir dans Brooklyn. Et ça qu'est-ce que ça peut nous donner comme indication? C'est que pour Sonia, ça s'est pacifié. Est-ce que c'est parce que dans ces différents rendez-vous, là, hier, avant-hier, elle a elle a trouvé ce qui ne sera qu'un emploi provisoire. Là encore, je travaille beaucoup là aujourd'hui en anticipation, mais c'est toujours des journées un petit peu charnières. On a la chance d'une journée charnière. Donc elle va partir pour Saratoga, dans quelque chose qui n'est pas du tout sa partie. Elle va être simplement gouvernante, s'occuper d'enfants dans une famille. Je n'ai pas trouvé d'autres renseignements là-dessus. Peut-être qu'on en trouvera dans les jours à venir. On anticipe, mais à mesure, on va mieux comprendre tout ça, mais sans le stress là, de ce qui avait été le cas à Cincinnati, dans ces boulots qu'elle va retrouver ensuite à Cleveland, c'est-à-dire travailler dans une grande chaîne de magasins. Imaginez le printemps ou les galeries Lafayette dans le temps de leur splendeur, et responsable des achats, des nouveautés, des relations fournisseurs. Un travail de cadre avec un salaire solide, ce qui lui permet de soutenir son brave mari et de payer le loyer aussi de Clinton Street. Mais là, en ce moment, non, elle peut plus. Et comment ça se vit? Attendez, là on verra au jour le jour comment M. Lovecraft va gérer l'économie maintenant qu'il est forcé de moins compter sur les subsides de la vie maritale. Et ensuite, il y a ce petit mot qui est zoo. Qu'est-ce qu'on fait quand on se promène? On va au zoo.
Alors le zoo de Prospect Park, alors, bon, tout ça c'est facile, c'est pas un problème à retrouver, vous savez, mais qu'en janvier, ils s'étaient rendus tous les deux jusque dans le Bronx. Et dans le Bronx, tout là-haut, là, au nord de Manhattan, il y a le zoo principal de New York qui avait une exposition sur les reptiles. Et c'est ça qui avait motivé pour Lovecraft d'aller dans le Bronx, voir de près les reptiles. Et le Prospect Park, c'est un musée qui a été fondé là, juste vers 1880-1890, donc il n'y a pas longtemps. Et au départ, c'est juste une ménagerie. J'ai même retrouvé, je vous l'ai mis dans le PDF, là, qu'est-ce qu'il y avait comme animaux à la fondation. Attendez, on va le regarder de suite. Voilà une carte postale donc colorée du zoo, de la fosse aux phoques du zoo de Prospect Park en 1925. Donc là, on est vraiment pile synchrone. Et en 1896, on avait... Là, dans cette ménagerie, 59 moutons, 28 cerfs, un buffle, une vache, 3 ours, un puma, 2 ratons laveurs, 10 lapins, un chien, un aigle, 8 pintades, 8 colombes, 39 oies chinoises, 15 oies égyptiennes, 7 canards de barbarie, 4 canards communs et 3 d'Inde. Là, on est beaucoup plus dans la petite ménagerie ou la petite ferme pour enfants du jardin municipal. Mais non, là, administrativement, ce petit zoo de Prospect Park a été rattaché à encore un autre. Et ouais, le petit jardin zoologique qu'il y a dans Central Park. Donc on a le grand zoo du Bronx, mais Central Park, comme Prospect Park, dispose de leur propre espace. Ben voilà, par exemple, à quoi ressemblaient mes zoos de Vincennes. Encore, moi, quand je l'ai découvert au début des années 60, comment on venait le visiter avec les grands-parents. La fosse aux ours et la montagne aux singes, ben, ça ressemblait un petit peu à ça, des grilles, des rochers, rien d'autre, et des bêtes folles qui tournent en rond. Voici en 1925 les ours de Prospect Park que viennent voir Lovecraft et Sonia. Qu'est-ce qui compte? Ce qui compte, c'est que justement, tout d'un coup, Sonia a le droit de prendre une journée, une journée off. Et est-ce qu'on est tranquillisé par la perspective de cet emploi à Saratoga? L'histoire ne le dit pas, puisque les prochaines lettres aux tantes, là, on a mention, Lovecraft dit, j'ai écrit à tante Lillian, j'ai écrit à tante Annie, oui, mais ces lettres ont disparu, on ne les retrouvera que début avril. Oh, pas de panique, on a de quoi travailler. On va manger au restaurant chinois. Non, les Chinois, on les aime pas, ils ont des faces jaunes, mais de temps en temps, pour la gastronomie, c'est bien parce que c'est pas cher. Donc, ouais, avec Sonia, là, on va dîner au resto chinois, on continue à marcher. On appelle Madame Moran. Alors, Madame Moran, c'était leur ancienne propriétaire, justement, de l'appartement, là, qui était la période où ils se sont mariés, où Sonia avait lancé cette boutique à elle sur la 5e avenue à Manhattan. C'était un appartement vaste, standing à Parkside Avenue, donc dans Flatbush, c'est-à-dire le Brooklyn là, prospère, et pas comme Clinton Street, qui est un quartier plus pauvre, plus populaire, dans les Brooklyn Heights. Et là, leur propriétaire, c'était cette Madame Moran, donc une relation à Sonia et pas à son mari. Et cette Madame Moran, avec James Morton, s'était portée volontaire pour, là on n'a pas de nouvelles, mais ce dossier de naturalisation de Sonia. C'est que la mère de Sonia, donc famille juive d'Odessa, en même temps que les grands-parents de Bob Dylan, émigrent là dans ces coins là du nord, les grands-parents de Bob Dylan à Dallas et puis à Hibbing, tout près de la frontière canadienne, puis vendre des chaussures aux mineurs, comme à Odessa, on vendait des chaussures. Donc on retrouve son même métier, mais on le réapprend. Avant que le grand-père de Bob Dylan, dans cette ville minière de Hibbing, se décide à installer un tout petit truc, un petit chalet en bois où on projette des films. Et puis un autre, et comme ça l'histoire se fait. La mère de Sonia laisse ses 2 filles dans le nord de l'Angleterre, vers Liverpool, par là, dans de la famille, et une fois seulement stabilisée aux US, fera venir sa fille aînée, qui se mariera à un monsieur Green, plus âgé qu'elle. Elle sera jeune veuve très vite, et cette femme sur laquelle on sait si peu,
Ben, comment on se construit à travers ce genre de vie là pour arriver à New York et vouloir écrire, même si l'écriture pour elle ce sera aussi là dans Magnolia, etc., des premières nouvelles de fiction. C'est pas chez elle, c'est pas son monde la fiction. N'empêche que avec Lovecraft, c'est là-dessus qu'on se rapproche et qu'ils travaillent ensemble. Bon, après, la séparation, quand elle partira en Californie, a priori, ce sera fini. Mais là, il faut la considérer comme une intellectuelle qui en veut. Et justement, à travers ce United Amateur, dont elle est maintenant présidente, et puis c'est elle qui a connu Lovecraft parce qu'elle allait voir ceux de Boston, qui connaissait ceux de Cleveland, et toutes ces relations se sont établies. Donc c'est un portrait, Sonia, qui est un portrait dense, juste à l'arrière-fond. Alors, est-ce que Madame Moran, qui habite justement Parkside Avenue, les accompagne? On va au Parkside Theatre. Parkside Theatre, c'est un cinéma. Donc là encore, quel film et tout ça, on va bientôt avoir Grid, Quo Vadis et tout ça. Mais là, bon, c'est comme les 2 dernières séances de cinéma là, avec Frank Belknap-Long, on n'en sait pas plus. On revient à la maison et terminé. Entre-temps, nous, on peut aller voir le New York Times de ce 6 mars 1925. Hop là, galop. Voilà la une du New York Times, 6 mars 1925. C'en est fini là du grand bruit de l'investiture du président Coolidge. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une espèce, aussi ça souffle du côté New York Times. Alors j'en ai profité pour reprendre une suite de petits faits divers, c'est pas pour ni honorer quoi que ce soit, et surtout ces faits de violence qui sont évidemment totalement injustifiables à quelques périodes, à quelques lieux que ce soit, mais à chaque fois c'est comme s'il y avait un petit coup d'arrêt, comme si tout d'un coup on voyait un petit coup de microscope, un petit truc de loupe binoculaire, et on voit s'agiter tout un petit monde avec des silhouettes qui ont des noms, des lieux, des gestes, des habitations, qui habitent à tel étage, et ça pour moi c'est hyper précieux. Alors c'est ce que là j'ai plutôt relevé. Alors il y a des articles toujours, quand on regarde par exemple ce docteur Harris de l'hôpital de Brooklyn, donc là encore on est tout près, là, dit que les gens qui écoutent trop de disques, de jazz évidemment, de quoi parlerait-on d'autre, à la radio ou sur leur phonographe, eh bien, ils ont tendance à être très excités et que ça leur fait les mêmes effets que boire du rhum. Et donc, ce docteur Harris de l'hôpital de Brooklyn dit qu'il faut faire très très attention à la propagation de ces musiques par la radio et par le phonographe. C'est la même chose que l'alcoolisme. Bon, c'est un beau cadeau fait aux copains musiciens qui connaissent toute cette période maintenant tellement par cœur. Alors, dans mon petit PDF, ça donne quoi ? J'ai repris cet article-là parce que plus... bon, cette dame était trop grosse et pourtant on n'est pas sur les problèmes d'obésité comme ceux qui sont là depuis 20 ans. C'est peut-être pour ça qu'ils sont aussi amorphes, là, nos copains américains. Pourtant, mes copains américains, ils sont pas obèses. Ah ouais, mais là, on a l'impression qu'ils sont tellement sur le cul. Enfin, quoi ? Enfin, ce serait quand même à vous de faire un peu le job, là. Eh ben, là, c'est dans une scène, une altercation de ménage. Ouais, mais il y a le petit gamin qui a, je crois, 12 ou 13 ans, qui est au milieu. Le brave monsieur, il avait dit à sa femme, « Toi, la grosse !» Et elle aime pas. Elle a chopé le rasoir, là, coupe-chou. Et comme ça, il est tombé sur le trottoir, et puis elle s'est enfuie, voilà, de ces petites choses, mais c'est pas pour se moquer, c'est juste parce que, tout d'un coup, là, cette vie populaire américaine, le contexte immédiat, là, de ces gars dont on voit les aventures, intellectuelles, on est allé manger au resto chinois, on était allé au zoo, ouais, mais tout d'un coup, là, il y a ça. Et évidemment, il y a toujours, la 34e rue au Madison Square Garden, les 6 jours sur piste à vélo. Hier, on a vu que c'était les Belges qui gagnaient. Aujourd'hui,
aujourd'hui, donc il y a un peu de fatigue à bord, et je crois qu'il doit rester 48 heures, c'est le 4e jour, et maintenant il y a 3 équipes là qui se bagarrent. On a toujours les batailles contre les bootleggers. Et le grand problème, c'est si on arrête un bateau de bootleggers juste à la limite des eaux nationales et internationales, ben les gars, ils se défendent. Et est-ce qu'on peut agir comme ça pragmatiquement et choper les gars? Bon, mais là encore, ce contexte de prohibition, jamais l'oublier. Un des marqueurs là qui sont réguliers dans ce qu'on suit, New York, Chicago Night, Air May Soon, on avait parlé il y a quelques jours. À partir de cette liaison qui avait été faite là, de tout au nord, Hell Ridge, là, dans le Wisconsin ou l'Illinois, jusqu'à Miami dans la même journée, eh bien, on commence à envisager maintenant, donc ça va supposer des balises régulières, on n'a pas de navigation en radar, évidemment, donc ce sera de balise en balise avec la boussole, mais on va installer un vol de nuit pour le courrier postal quotidien entre New York et Chicago. Et vous savez que les météos, c'est pas franchement favorable dans toutes ces zones-là, mais c'est un marqueur important là, juste à 2 ans de la première traversée par Lindbergh. Voilà, pour aujourd'hui, c'était le 6 mars, journée charnière, cette promenade, le zoo, silence sur ce qui se passe entre les deux. Ouais, mais on a avancé. À demain.